Bonjour à toutes et à tous et installez-vous confortablement, vous êtes dans le temps additionnel. À l'occasion de la Coupe du Monde de football, le Média TV vous propose un nouveau programme. Temps additionnel, des éditos, des chroniques, des interviews pour parler du mondial et des tensions sociales, politiques et géopolitiques sous-jacentes à cette compétition. Et avant de faire le point, j'ai un petit mot à vous faire passer. L'heure est grave aux médias et le média pourrait bien disparaître dans les semaines à venir. Et pour nous sauver, nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet. Une première étape a déjà été franchie. Nous avons dépassé le cap des 3 000 nouveaux donateurs mensuels. Alors un grand merci à celles et ceux qui nous font confiance. Mais la mobilisation doit continuer. À l'approche de 2027, le média, la seule télé indé de France, doit continuer d'exister. Pour ça, donc, rendez-vous sur capsurdika.lemediatv.fr. C'est parti pour le temps additionnel. C'est pas touché. On voit Zizou. La France Black Blamber et les images historiques de 1998. La victoire de la France en 2018, impulsée par des jeunes des quartiers de Bondy, d'Évreux ou encore de Roissy-en-Brie. Comment l'équipe de France et le football français s'est dessiné par l'immigration. Une spécificité qui vaut au bleu un traitement raciste régulier à l'étranger, qualifiant l'équipe de sélection africaine. Que dit cette configuration de la société française et de son rapport à l'immigration ? On en parlera en deuxième partie d'émission avec notre invité Yvan Gasto, historien et spécialiste de l'histoire du sport et de l'immigration. Et pour ce troisième numéro de temps additionnel, je suis accompagné de mon comparse Amine Snoussi, tunisien, mais qui réfléchit de plus en plus à peut-être prendre la nationalité française car il veut voir son équipe gagner. Pour l'instant, il souffre. Et nous sommes avec Simon Bobéro qui est de retour. Il était stagiaire la semaine dernière. Aujourd'hui, il a une wildcard, comme ceux qui sont coutumier du tennis, vous savez ce qu'est une wildcard, une invitation à venir participer à une compétition, même si toutes les conditions ne sont pas réunies. Et bien Simon, après son premier numéro, a complètement assuré et on s'est dit qu'on va poursuivre avec lui. Alors pour aujourd'hui, il a la wildcard de temps additionnel pour nous accompagner sur toute cette émission. Toujours. Effectivement, temps additionnel, c'est parti. Et ma première question, messieurs, on va commencer par l'échauffement de cette émission. On va faire un petit tour de l'actualité. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ? On parle apparemment de VSS. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est ? Difficile de ne pas en parler, parce que là, cette Coupe du Monde, surtout sur ces derniers jours, on a appris cette semaine que Achraf Hakimi, le joueur du PSG, allait être jugé pour viol. Et lors du match Maroc contre l'Écosse, il a été sifflé à chaque touche de balle. C'était par tout le stade, c'était assez impressionnant. Et c'est un symbole assez fort, parce qu'on a l'impression que les auteurs de VSS sont un peu intouchables. Mais là, c'est une marqueur d'une évolution assez notable que tout le stade le siffle à chaque prise de balle. Sur un autre terrain aussi, les VSS ne passent pas. Jed Spence, le défenseur anglais, a refusé de serrer la main de Thomas Partey, le milieu de terrain du Ghana, qui est la cible, lui, de multiples accusations de viol portées par 4 femmes différentes. Inculpé de 5 viols et d'une agression sexuelle en juillet 2025, 2 nouvelles accusations ont suivi en février dernier, pour lesquelles il comparaîtra lors d'un procès en 2027. Ce lourd casier de Thomas Partey l'a empêché de disputer le premier match du Ghana, qui a un dispositif assez strict sur les personnes accusé de VSS. Thomas Partey incarne aussi ce privilège masculin parce qu'il a été couvert pendant très longtemps par son club d'Arsenal il a pu continuer de disputer des matchs de Première Ligue. D'ailleurs, jamais un athlète de premier plan n'avait continué à évoluer aussi longtemps avec une enquête policière en cours. En plus, dans le cas de Partey, on ne savait même pas. C'est-à-dire que le club a vraiment caché ça et on l'a su qu'une fois qu'il est parti d'Arsenal. Du coup, pour revenir d'abord sur Hakimi, certes, tous les supporters ont hué au stade, mais je trouve que c'est quand même un cas assez révélateur du fait que les supporters de foot, en soi, généralement, ont du mal à entre guillemets, condamner lorsque c'est des joueurs de foot dont ils sont fans, qui sont accusés de ce genre de choses. Et justement, dans le cas du Maroc, en fait, pendant longtemps, les Marocains n'étaient pas au courant qu'il y avait ces accusations pour Hakimi. Et là, ça commence à se savoir avec justement le procès, etc. Mais en fait, les gens ne veulent pas forcément le savoir. Et sont aussi même... Là, il y a le gardien remplaçant du Maroc qui a dit « Tout le monde soutient Achraf. Nous allons continuer de le soutenir, quoi qu'il en soit. » Je trouve que quoi qu'il en soit, c'est assez étrange comme formule. Et ça en dit long, je trouve, sur la gestion de ça dans le foot.
Et surtout qu'Hakimi lui-même dit qu'il a hâte de ce procès, car il a hâte de pouvoir raconter sa vérité. Sur Thomas Partey, je crois qu'on l'a pas bien compris, c'est le Canada qui l'a empêché de pouvoir jouer son premier match, car le match avait lieu au Canada, et qu'au Canada, il y a une règle très stricte concernant les casiers judiciaires éventuels des gens qui viendraient sur leur sol. Ouais, ils ne peuvent pas entrer sur le territoire s'ils sont sous le coup d'une enquête policière ou s'ils ont un casier un peu trop lourd. Bah, moi justement sur Partey, je trouve que c'est aussi c'est un questionnement qu'il faut avoir. En soi, je trouve ça très bien que Partey n'ait pas pu jouer ce match. Moi je suis pour en soi. Mais je trouve qu'il y a une question à se poser quand même sur le fait que les pays hôtes puissent refuser des joueurs. Parce que dans le cas des États-Unis, on voit que Trump il refuse l'accès par exemple, à un arbitre somalien. Oui. Et bon, là on est scandalisé. Et en fait, si on laisse cette possibilité aux pays hôtes de refuser les joueurs, je trouve que ça ouvre un peu trop la porte à ça. Bon, après, dans le cas de Partey, encore une fois, je suis très content. Mais il y a une question à avoir. Je pense que c'est triste d'en arriver là, c'est qu'il ne devrait même pas être sélectionné. En soi, la seule séquence qui était intéressante là-dessus, c'était Mason Greenwood à Manchester United en Angleterre. Dès que l'affaire est sortie, il a été suspendu par le club et la sélection anglaise l'a exclu. Je trouve que c'était le meilleur move pour protéger la sélection et de ne pas se poser ces questions-là. Et Mason Greenwood, pour ceux qui ne le savent pas, avait été accusé de violence conjugale auprès de sa compagne. Et donc le club de Manchester l'a renvoyé de l'équipe. Et l'équipe nationale anglaise essaie de plus le sélectionner. Finalement, aujourd'hui, il est à Marseille. Marseille a décidé de justement recruter ce joueur car il est ultra talentueux et de faire fi de cette affaire de violence conjugale. Et pour être encore plus précis, la compagne de Greenwood l'a pardonné. Ils sont toujours ensemble, ils ont eu un enfant depuis. Mais justement, même dans le cas de Greenwood, c'est encore un exemple de à quel point les supporters de foot ont du mal à traiter ça, parce que moi je me souviens qu'il y avait toujours les débats autour de est-ce qu'il faut le réintégrer ou pas pendant toute cette période où il était en procès, et encore plus après quand il est revenu, c'était à Getafe il me semble, où il a été hyper performant. Et en fait on voyait plein de supporters de Manchester United qui voulaient le voir revenir, qui avaient envie quand même qu'il revienne. Bon, finalement le club a pris, je pense, la bonne décision de ne pas le récupérer pour s'éviter cette mauvaise image, je trouve, que ça donne. On va vous parler d'un autre joueur en Coupe du Monde qui fait les unes du monde entier en ce moment, Jérémy Doku, qui souhaite quitter le mondial pour assister à la naissance de son enfant. Qui a même quitté le mondial pour assister à la naissance de son enfant. C'est vrai. Depuis. Et donc effectivement, la polémique a fait le tour du monde entier, car une journaliste française de l'équipe TV, France Pierron, a eu des propos qui ont particulièrement choqué. On l'écoute et Amine, tu nous en parles juste après. Quand tu as la chance, parce qu'il faut réaliser que c'est vraiment une chance de participer à une Coupe du Monde, c'est un bonheur inouï, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place, ça se représenterait peut-être pas plus jamais dans ta vie, c'est vraiment un moment particulier, c'est un rêve de gosse que tu réalises, et tu vas quitter tout ça pour aller assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant. La présentatrice s'est excusée dans le week-end, elle a affirmé avoir un avis personnel, elle a été suspendue de ses fonctions par la chaîne L'Équipe jusqu'à la fin de la saison. L'association Femmes Journalistes de Sport a déclaré désapprouver totalement et sans réserve les propos rétrogrades tenus par France Pierron, mais elle a aussi condamné l'harcèlement numérique qu'elle a subi après. Et la parentalité dans le foot, ça a toujours été une question un peu compliquée. Plusieurs joueurs ont raté des matchs importants pour assister à la naissance de leur enfant, comme Fabien Delph à la Coupe du Monde 2018. Wayne Rooney s'est absenté du dernier match de la saison de Manchester United pour les mêmes raisons, mais d'autres ont privilégié le foot. En 2017, Albert Moreno rate la naissance de son premier-né pour jouer lors d'un match de Premier League contre Southampton. Et en avril dernier, l'attaquant de Villarreal, Alexandre Sorloth, a décidé de jouer lui aussi, et il a marqué un but à la dernière minute en mimant la naissance de son bébé. Et à la fin du match, il a appris que son enfant était né pendant la rencontre. Donc c'est un sujet qui a toujours posé question. Est-ce que les joueurs devraient, quoi qu'il arrive, être présents pour la naissance de leur enfant, ou est-ce que c'est possible qu'un club ou qu'une nation demande à un joueur de s'absenter à ce moment-là? Moi, je pense que c'est un choix très personnel à avoir. Maintenant, pour revenir sur les propos de France Pierron, évidemment, ils étaient, je pense, très déplacés.
C'est des propos qui défendent un schéma hyper patriarcal. Elle a dit que la naissance était dégueulasse, il me semble, que le père servait à rien. Bon, voilà, je pense que ces propos étaient très déplacés. Maintenant, évidemment, ça justifie pas du tout le harcèlement qu'elle a subi sur les réseaux. Et donc ça, je trouve ça plutôt pas mal que l'équipe, en la suspendant d'une part, l'a aussi soutenue sur ce point-là. Je pense que c'était important quand même qu'il y ait cette déclaration. Oui, après, c'est quand même intéressant de rappeler que France Piron n'est pas sa première polémique. L'autre avait pris un peu moins d'ampleur. Elle avait parlé, effectivement, lors des JO 2024, de l'aménagement de l'emploi du temps de certains athlètes pour qu'ils puissent être avec leurs enfants. Elle ne comprenait pas pourquoi on aménageait l'emploi du temps des athlètes pour qu'ils puissent être avec leurs enfants. On pourrait croire qu'elle-même n'a pas d'enfants, ce n'est pas le cas, elle a des enfants, mais je pense qu'elle se dit que quand on est un athlète de haut niveau, c'est même elle qui le dit, on doit pouvoir pendant quelques temps, un mois de compétition, ne pas être gêné ou interféré par des affaires plus familiales. Je pense que c'est un peu comme ça qu'elle voit la chose. Effectivement, c'est son avis. Peu de gens apparemment le partagent. En tout cas, il y a eu une grosse polémique d'à peu près tout le monde. L'affaire a eu une tournure internationale. Oui. Des joueurs en conférence de presse pour la Coupe du Monde, des joueurs anglais en l'occurrence, ont dû répondre à des questions autour de ça. Donc effectivement, France Piron, je pense qu'elle a loupé une occasion de se taire. Mais je pense aussi que là, c'était... c'est fou qu'elle ait dit ça, et je pense qu'elle aurait jamais dit ça, par exemple, pour Deschamps, qui part après je crois que c'est le décès de sa mère, il me semble. Ouais. Et pour moi, c'est aussi le même débat, c'est-à-dire que c'est pour des raisons familiales qu'on rentre, et c'est le choix de chacun, à mon avis. Et je pense qu'elle ne se serait pas permise pour un décès de dire ça, mais une naissance, c'est tout aussi important, si ce n'est plus, je pense. Selon les gens, effectivement. Mais apparemment, comme la mort met souvent tout le monde d'accord, là-dessus, peut-être qu'il l'aurait pas dit. Et qui sait, peut-être, on ne le saura pas du coup. Et peut-être qu'elle en aurait parlé. D'autres sujets ont retenu votre attention, et notamment le sujet du racisme, c'est ça ? Oui, les propos racistes de l'ancien champion du monde Bastien Schweinsteiger. Avant Allemagne-Côte d'Ivoire, il a décrit le jeu des Ivoiriens en évoquant un football africain un peu sauvage. On va l'écouter. Es wird schwierig über 90 Minuten. Bisschen afrikanischer Fußball natürlich, der manchmal so ein bisschen unorthodox ist, ein bisschen wild ist, ein bisschen vielleicht manchmal auch nicht ganz so von der Taktik geprägt ist. Wir müssen uns einstellen, dass es unberechenbar wird manchmal. C'est une vieille rengaine de clichés racistes sur les joueurs africains. Finalement, on se souvient des propos de Willy Sagnol qui disait ça en 2014. On a l'extrait aussi. L'avantage du joueur, je dirais, typique africain, c'est qu'il est pas cher quand on le prend. Oui. C'est un joueur qui est prêt au combat, généralement, qualifié de puissant sur un terrain. Mais le foot, c'est pas que ça. Le foot, c'est aussi de la technique, c'est de l'intelligence, c'est de la discipline. Et déjà au début de la Coupe du Monde, pendant Belgique-Iran, c'était l'ancien joueur Rade Bogdanovic qui avait tenu des propos racistes sur antenne, déclarant que les joueurs noirs manquent de concentration pour durer plus de 60 ou 80 minutes après l'exclusion d'un joueur belge. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Simon, cette histoire ? Je trouve ça fou. Je pense que malheureusement, c'est trop récurrent dans le foot. On entend souvent en fait, pas que dans le foot, malheureusement, mais on entend souvent des déclarations comme ça. Bon, là, c'est sûr que ça vienne de Schweinsteiger, ça fait d'autant plus mal. Je pense qu'il aurait eu sa place, peut-être, dans mon équipe de la semaine dernière. Mais voilà, en plus de ça, il s'est ni excusé, il n'est pas non plus... il a rien commenté de ses propos. Et juste après, il commentait Angleterre-Ghana, sans aucun souci. Pareil, la chaîne n'a fait aucun commentaire sur ça. D'ailleurs, Rade Bogdanovic non plus, il ne s'est pas excusé, il est resté à l'antenne le jour suivant, tout allait bien. C'est fou. C'est vrai que les histoires de racisme, notamment du racisme anti-noir dans le football, sont quand même assez récurrentes, tu viens de le dire. Tous les 6 mois, peut-être, il y a une petite polémique raciste, et parfois c'est tenu là par des anciens professionnels, parfois ça vient des tribunes, parfois ça vient même du monde politique. J'ai l'impression qu'on n'en sort pas du tout du racisme globalement de la société, et encore plus dans le football. Ouais, clairement, hein. Et on le disait hors antenne, on a l'impression de faire ces points assez régulièrement, tous les 6 mois on entend... Et en fait, je pense que c'est du racisme et c'est de la méconnaissance générale du foot africain. Hein. Le foot africain, c'est pas du tout ça. Va jouer contre des clubs égyptiens, hein. C'est pas du football rugueux, c'est du football ultra tactique, ultra défensif et tout. Le TP Mazembe, c'est pas ça. Hein. C'est très direct, c'est très fluide comme jeu. Mamelodi Sundowns, plein de clubs
africains ont un jeu qui n'a rien à voir avec ce qu'ils imaginent du football africain, et on sait pourquoi ils l'imaginent, la bestialité du corps, tout l'héritage colonial du truc. Oui, on pourrait citer des anciens joueurs, Abedi Pelé, JJ Okocha et d'autres, là, parce que là, c'est les premiers noms qui viennent à l'esprit, pardon. Et pourtant, voilà, c'est des joueurs qui sont fins techniquement, qui ont toujours proposé du beau jeu. Le cliché de l'Africain pas concentré ou de l'Africain trop bestial ou trop sauvage est un cliché, comme tu dis, éculé, qui vient même depuis très 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 longtemps, notamment sur effectivement la bestialité des corps noirs, l'esclavage, Je pense que l'animalité. même, c'est aussi le cliché du milieu box-to-box ou maestro. Quand on a un joueur fort au milieu et qui est noir, souvent il va être qualifié de box-to-box. Oui. Et sinon, maestro, enfin, ça n'a Yaya ça n'a Touré aucun n'était sens. pas technique, quoi. C'est ça. Bah voilà. Yaya Touré dit souvent que c'était un box-to-box, bah, ça n'a aucun sens. Enfin, voilà. Effectivement, tous ces débats autour du racisme, de la parentalité, des violences sexistes et sexuelles montrent surtout une chose: le football raconte souvent plus que du football. Il parle de la société, de ses évolutions, de ses fractures, et c'est justement ce que nous va aborder avec notre invité de cette deuxième partie. On va parler des vagues d'immigration et de l'équipe de France, et on en parle tout de suite avec l'historien Yvan Gastaut. Yvan Gastaut, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, ravi d'être avec vous. À chaque grande compétition internationale à laquelle l'équipe de France participe, certains, surtout à l'étranger, aiment dire que ce n'est pas vraiment l'équipe de France, que ce serait l'équipe d'Afrique. Pourquoi il est si difficile d'admettre pour certains que la France n'est pas que blanche ? C'est une question extrêmement importante parce que ça met en jeu la manière dont la France est vue à l'étranger et surtout est méconnue à l'étranger. C'est-à-dire que pour arriver à comprendre pourquoi, il y a une équipe de France est représentée par des joueurs issus de l'immigration, notamment venus de l'Afrique, mais pas que. C'est aussi un fruit de la longue histoire de France, bien sûr de l'histoire de la colonisation et de ses conséquences. Donc souvent, la lecture qu'on a pu faire de l'équipe de France à l'étranger montre que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre ce qu'est la France, c'est-à-dire un pays qui est marqué par le métissage post-colonial, dont le football est un des domaines qui le met le plus en scène, ce métissage post-colonial, parce que le football étant un sport populaire, le football étant un sport qui a tendance à rassembler, eh bien, on voit le fruit, en tout cas le résultat de cette réalité coloniale et post-coloniale dans l'équipe de France de football. Et donc dire que l'équipe de France devrait être blanche, c'est faire fi, c'est ignorer la réalité historique. Je crois que toutes les équipes nationales, on voit aujourd'hui d'ailleurs des formes de métissage dans d'autres pays qui mettent en scène finalement des histoires de multiplicité. Ça a été le cas de l'Allemagne, c'est encore le cas de l'Allemagne, c'est le cas de l'Angleterre. Voilà, donc les équipes sont rarement homogènes au sens de l'image qu'on peut en donner. En France aussi, on a du mal parfois avec cette équipe de France. Pendant de nombreuses années, l'extrême droite a indiqué qu'il y avait trop de Noirs dans cette équipe. Oui, c'est vrai. Je pense que d'ailleurs c'est le point de départ de l'histoire de 1998, puisque Jean-Marie Le Pen, en 1996, à l'issue de l'Euro de cette année-là, qui avait eu lieu en Angleterre, avait fustigé l'équipe de France en disant non, cette équipe ne peut pas représenter la France parce qu'il y a trop de Noirs et d'Arabes, ce qui avait quelque part déclenché non seulement d'abord une série de protestations, mais ensuite peut-être le point de départ de la belle histoire de cette équipe de France qu'on avait appelée justement Black Blamber. Et il me semble que cette réalité, elle a perduré, puisque ce qu'a dit Le Pen en 96, d'autres ont continué à le dire plus tard, jusqu'à encore très récemment. On a effectivement cette équipe de France cristallise les débats politiques sur finalement qu'est-ce que la France. Et je crois que dans le football, parce que le football est très, très regardé, très populaire et très suivi, on a une forme de réalité de la société française, on pourrait presque parler de réalité augmentée, parce que cette équipe de France, à travers le football, elle met en scène une France telle qu'elle est, en quelque sorte, c'est-à-dire une France où il y a plusieurs composantes, plusieurs couleurs de peau, plusieurs cultures, plusieurs religions qui composent ce pays.
Moi, j'avais une question, peut-être, c'est sur la notion de racaille, qui est beaucoup utilisée pour décrire les polémiques qui ont eu lieu autour de l'équipe de France. Est-ce que c'est dans la continuité de ce que disait Jean-Marie Le Pen à l'époque, ou ce qu'a pu dire Marine Le Pen après la Coupe du Monde de 2012, si je ne me trompe pas, selon votre analyse? Oui, alors le mot racaille, il renvoie à une vision négative des jeunes garçons, on va dire. On pourrait déjà retrouver cette terminologie dans les Apaches, telles qu'on les appelait à la belle époque, au 19e, fin 19e, début 20e, c'est-à-dire ces jeunes qui étaient des délinquants à Paris. Et puis, effectivement, on avait parlé des sauvageons avec Jean-Pierre Chevènement à la fin du XXe siècle. Et puis, effectivement, l'extrême droite qui, à son tour, a parlé de ce mot racaille. Un mot qu'on a beaucoup employé au moment de la Coupe du Monde 2010 aussi, lorsqu'on avait assimilé les joueurs un peu indomptables de l'équipe de France. Je pense à Nicolas Anelka notamment, au moment de la Coupe du Monde 2010, où ce mot avait été largement employé. Il me semble qu'effectivement, il y a là quelque chose de l'ordre de la mise en scène du fait que lorsque les footballeurs français issus des migrations vedettes internationales ne se comportent pas comme il faudrait qu'ils se comportent, lorsqu'ils n'ont pas les résultats qu'ils devraient avoir, eh bien forcément, ils deviennent des racailles. Il me semble que cette terminologie, elle a une sorte de longue histoire, hein, voilà, qui est aussi liée à cette histoire de l'équipe de France vis-à-vis de la nation qui s'est nouée depuis la fin des années 90. Hein. Il me semble qu'aujourd'hui, on vit encore un épisode en 2026 avec la Coupe du Monde, de ce qui a commencé à se nouer avec la France et son équipe à la fin du XXe siècle, à partir de 1996 en particulier. On parle beaucoup des joueurs issus des anciennes colonies françaises, mais avant eux, il y a aussi des Italiens, des Polonais, des Espagnols, des Arméniens. Est-ce que leur intégration s'est faite avec les mêmes résistances ? C'est vrai que c'est une question qui met en évidence le fait que l'équipe de France a toujours été une équipe qui a accueilli en son sein des joueurs issus des migrations. Très tôt, hein, on voit que l'équipe de France a été composée de... Alors, oui, on peut parler des joueurs des colonies comme les joueurs venus d'Afrique. Hein, je pense à Raoul Diagne, par exemple, hein, ou à Larbi Ben Barek. Mais aussi, comme vous le dites très justement, des joueurs issus des migrations italiennes, des migrations polonaises, des Autrichiens. Ça a pu poser quelques problèmes. Hein. J'ai un exemple en tête qui est celui d'un joueur autrichien. Dans les années 1930, il y avait une très très grande équipe de football qui était l'Autriche. Hein. L'Autriche est à la Coupe du Monde cette année, mais pas aussi brillante qu'elle était dans les années 30. Et quand l'Autriche a été annexée par l'Allemagne en 1938, il y a eu des réfugiés autrichiens qui sont venus en France, parmi lesquels des joueurs de l'équipe nationale. Et l'un d'entre eux, en 1938, qui s'appelait Jordan, hein, était un des meilleurs joueurs de l'Europe. Il a joué pour l'équipe de France parce que la France l'a très rapidement naturalisé. Et bien dans la presse, à cette époque-là, la presse d'extrême droite, un certain nombre de journalistes s'étaient mobilisés pour considérer qu'on ne pouvait pas donner les clés du jeu de l'équipe de France à un Autrichien soupçonné d'être potentiellement un pro-nazi. Il y a eu un débat sur le fait de sélectionner ou pas Gustave Jordan. On l'a sélectionné, la France n'a pas pour autant gagné la Coupe du Monde, mais ça a été un bon joueur qui a ensuite joué dans des clubs français. Donc tout ça pour dire que l'équipe de France de football est une équipe qui a constamment utilisé son réservoir issu des migrations, qui a été plutôt un réservoir positif, hein, puisque beaucoup de joueurs ont brillé dans l'équipe de France en étant originaires de l'immigration. Il suffit tout simplement de prendre les grands meneurs de jeu de l'histoire. Eh bien, ils sont tous issus d'immigration. Hein. On prend Raymond Coppa, immigration polonaise, Michel Platini, fils d'immigrés italiens, Zinedine Zidane, fils d'immigrés algériens. Voilà, hein, les trois meilleurs joueurs de l'histoire avant la génération actuelle sont des joueurs qui représentent trois formes d'immigration. Mais j'aimerais bien revenir juste sur l'expression Black Blamber dont vous avez parlé juste avant. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec le recul, cette formule, elle reflétait surtout un récit politique plutôt que la réalité ?
C'est une bonne question, la question Black Blanc Beurre, parce qu'en 1998, ce mot beurre en particulier, hein, donc black, blanc, black c'était à la mode à l'époque, aujourd'hui on ne dit plus black, on dit noir, ou on redit noir, blanc, bon, et beurre, ça renvoie à la marche des beurs, qu'on avait appelée la marche des beurs en 1983, c'est-à-dire le moment où ces jeunes Français issus de l'immigration, principalement maghrébine, s'étaient mis en marche en France pour demander tout simplement qu'on les voit comme des Français et pas comme des, entre guillemets, arabes. Hein, et ce mot beurre est redevenu, il était un peu tombé en obsolescence au début des années 90, et il est redevenu étrangement important en 1998. On l'a ressorti pour le glorifier en quelque sorte, hein, à travers la figure de Zinedine Zidane. Et vous avez raison, ce slogan est un slogan qui, quelque part, à mon sens, hein, a été politiquement installé, hein, c'est-à-dire que c'est un slogan médiatique qu'ont mis en place les médias et les politiques, peut-être pour célébrer ce que depuis 15 ou 20 ans on essayait de mettre en place tant dans l'opinion publique que dans les politiques publiques, c'est-à-dire la politique d'intégration. Et c'est vrai que 1998 a fait que le football a été le meilleur outil pour que les pouvoirs publics français de l'époque, et je pense que à l'époque c'était la gauche au pouvoir avec Lionel Jospin et le président Chirac, hein, cette gauche plurielle, mettent en scène une intégration qui marche. On avait des doutes sur le fait qu'elle marche, cette intégration. Et en 1998, eh bien, la victoire de l'équipe de France a été un outil politique pour valoriser le concept d'intégration qui avait peine à être accepté par tous. Donc on a utilisé ce slogan qui effectivement est un peu étrange, hein, Black Blanc Beurre, mais qui dit bien une époque. Aujourd'hui, on ne dirait plus Black Blanc Beurre, hein, c'est-à-dire que la société évolue. Mais à cette époque-là, il est apparu nécessaire de montrer que cette victoire était la victoire de l'intégration. Et quelques années plus tard, Le Pen est au second tour de l'élection présidentielle. Donc finalement, cet état d'esprit Black Blanc Beurre n'aura été qu'une parenthèse enchantée le temps d'un été. Dans les années 2000, plusieurs polémiques ont éclaté autour des Bleus. Les quotas supposés dans les centres de formation, la double nationalité, les joueurs qui choisissent finalement une autre sélection. Pourquoi ces sujets-là, finalement, reviennent régulièrement sur le devant de la scène ? Oui, alors il y a effectivement, le football est un sport tellement important pour expliquer la société qu'il met en évidence les contradictions aussi de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, vous avez raison, 98 a été un moment très important, un moment qui reste et qui n'a pas été inutile, hein, à mon sens. Je trouve que ce moment de 98, on pourrait presque, c'est vrai, il a duré le temps d'un été, mais on pourrait presque dire qu'il s'est prolongé jusqu'à l'Euro 2000, hein, remporté aussi par la France. Et il a montré que le football pouvait avoir un effet réel, je dirais, sur les mentalités, sur les états d'esprit. Aujourd'hui, d'ailleurs, on y fait toujours référence, hein, donc c'est pas rien du tout. Mais aussi, les choses changent, et dans le monde du football, le côté versatile des situations est vraiment très, très important. On peut passer de l'enchantement, on peut passer des belles histoires aux histoires les plus tristes et les plus sombres. Hein. Et c'est vrai, en 2002, l'histoire bascule dans un autre sens, puisque l'équipe de France n'a pas pu, si elle avait pu l'être, hein, un rempart contre la présence du Front National au second tour, ce qui a été beaucoup commenté à cette époque-là. Aujourd'hui, ça fait moins de commentaires. Et puis surtout, après, à partir de 2010 et pendant quelques temps, hein, comme vous dites, l'affaire des quotas en 2011, justement, les propos qui avaient été tenus sur une équipe de France qui risquerait d'être composée de 11 noirs, tout ça sont des éléments qui vont plutôt montrer le mauvais côté de cette histoire, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi à travers les mauvais résultats qu'a eu la France à ce moment-là, le fait d'être sorti très rapidement du mondial de 2010 a suscité une excitation plutôt sur le côté négatif de cette présence. Hein. Et donc, ce que je retiens ici, c'est que dans les deux cas, les belles histoires de 98, voire de 2006 ou de 2018 et même de 2022 ont été contrebalancées par les histoires plus tristes de 2001 avec le France-Algérie
en amical, et le 2002, la sortie rapide de la Coupe du Monde, ou 2010, tout ça montrant effectivement que le football ne peut pas être dans une sorte de phénomène ascendant en permanence. Il est tributaire des résultats, et les commentaires qu'on en fait sont tributaires des résultats. Et donc, il y a ce côté, quelque part, un peu de Larsen. Quand tout va bien, le football permet d'aller encore mieux, d'apporter un plus. Et quand tout va mal, eh bien, le football lance un catastrophisme encore plus profond. Donc, c'est intéressant de voir que le football provoque de l'excès, dans le positif comme dans le négatif. Et j'aimerais bien vous poser une question aussi sur les binationaux. Est-ce que vous pensez que la dureté du débat public français sur les binationaux, donc notamment, comme vous disiez, en 2010, mais je pense aussi avec le cas de Benzema, qui a été très très commenté, est-ce que ça finit pas par détacher une partie de la jeunesse issue de l'immigration de l'équipe de France, quand on voit des joueurs par exemple comme Boady, qui est né en France et qui a finalement choisi le Maroc à 18 ans. Est-ce que c'est un peu un résultat de ce traitement médiatique des binationaux, ou alors est-ce que c'est aussi un choix du cœur, parce qu'aujourd'hui, par exemple, le Maroc, c'est une équipe bien plus légitime, qui est beaucoup plus forte qu'avant, et donc est-ce que c'est un peu des deux, plutôt le résultat de ce traitement médiatique ? Vous avez raison, c'est une grande complexité que la question des binationaux dans le football. C'est ce titre-là aussi, c'est pour ça que moi je m'intéresse beaucoup au football en tant que quelqu'un qui réfléchit sur les questions d'immigration, parce que, bien sûr, le footballeur, il appartient à des clubs, il voyage dans toute sa carrière, il est amené à représenter comme ça des villes, parfois, des emblèmes, mais aussi le footballeur, lorsqu'il est bon, devient aussi un joueur pour son pays. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de footballeurs qui sont originaires qui ont plusieurs ancrages, on va dire, et qui ont cette chance, finalement, d'avoir plusieurs possibilités qui s'offrent à eux, très tôt d'ailleurs. Souvent, il faut faire un choix à 16, 17, 18, 19 ans, et faire un choix, comme vous l'avez dit, qui peut être parfois un choix du cœur, dicté par la famille, mais aussi parfois un choix stratégique, lié aux possibilités qu'on a. Si on est franco-marocain, quelles sont les chances que je vais avoir pour jouer pour l'équipe de France ? Est-ce que j'en ai ou pas ? Sinon, est-ce que je me tourne du côté du Maroc ? Donc c'est un choix très difficile, qui vous oblige en fait, puisqu'ensuite le joueur qui a une fois joué ne pourra plus changer. Donc c'est pas comme dans les clubs, et donc ça oblige à prendre une posture qui est assez complexe, difficile d'ailleurs, puisque quand on est binational, on a sans doute des sensibilités des deux côtés, et ce choix est un choix qui vous oblige justement à vous ramasser dans l'un de ces deux-là, qui parfois a joué contre l'autre. On voit des frères parfois qui s'affrontent. Le cas de Zidane aussi, un père qui a joué pour l'équipe de France, un fils qui joue pour l'équipe d'Algérie. Tout ça est intéressant à analyser, parce que ça met en jeu, disons, ce qu'on pourrait appeler les arrangements identitaires, puisque là se jouent à la fois des enjeux de carrière, mais aussi parfois de dire qui je suis. Et quand je choisis de jouer pour le Maroc, eh bien je suis marocain, même si mon cœur est français, et si j'ai fait toute ma scolarité, toute ma formation de footballeur en France. Et donc on n'est pas à une contradiction près, mais les règles du football le permettent, et donc pourquoi pas. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le football contribue à faire évoluer le regard des Français sur l'immigration, ou au contraire, ça renforce les préjugés malgré le succès sportif ? Écoutez, j'aurais tendance à dire que c'est un peu à géométrie variable, et c'est un peu lié aux aléas des résultats. C'est aussi lié à la manière dont le football français, puisqu'on parle du football français, évolue. Bon, en ce moment, on peut dire qu'il évolue dans une phase plutôt positive, et qu'il y a une forme de stabilisation. Les scandales du passé sont pour l'instant loin. Donc, à mon sens, l'équipe de France de football développe des vertus positives, et je pense que pour ce qui est de ces temps-ci, ça a sans doute un effet sur le regard que les Français peuvent porter sur l'immigration. Et je crois que c'est une séquence qui dure depuis l'ère Deschamps, même si Deschamps a eu maille à partir, a eu des difficultés, a été accusé même de racisme dans le cas de l'affaire Benzema, comme on évoquait tout à l'heure. Mais néanmoins, voilà, le fait, je crois que tout est lié au résultat, et tout est lié à la manière dont l'amour qu'ont les Français, ou le désamour qu'ont les Français avec l'équipe de France. Mais ne nous l'aurons pas, c'est pas parce que en ce moment les choses sont plutôt positives et que le regard est plutôt positif que si survient une crise, si survient un incident, on est le côté inverse. Je crois que c'est ça qu'il faut accepter dans le football, c'est que
de par sa constitution, de par son impact, de par sa caisse de résonance, il peut à la fois provoquer des attitudes positives en matière d'immigration et peut-être contrebalancer le racisme. Oui, j'y crois, mais ça reste toujours fragile et peut-être éphémère parce que le lendemain, on pourra avoir une affaire qui va surgir, des haines, des animosités qui pourront subvenir et provoquer une attitude inverse. Donc, on a toujours du mal à tirer les bénéfices quand on voit le football dans sa globalité, mais il peut y avoir, moi j'essaie plutôt de réfléchir en termes de séquences. Voilà, hein, il y a des séquences qui restent en mémoire et qui peuvent nous permettre d'utiliser ces séquences comme étant des temps positifs. Justement, les joueurs sont conscients de tout ça. Et là, récemment, mais parfois ils n'en parlent pas ouvertement, et récemment, il y a Ryan Cherki, qui a dit clairement que peut-être parfois on n'aimait pas certains joueurs à cause de leur couleur de peau. Est-ce que ça, c'est aussi une évolution? Parce qu'avant lui, j'ai le sentiment que peu de joueurs internationaux n'avaient abordé la question aussi frontalement. Peut-être Lilian Thuram à une période, mais c'est assez rare. Oui, il y a un nouveau statut, me semble-t-il, des footballeurs qu'incarne pas mal d'ailleurs Kylian Mbappé par exemple ou d'autres. Hein, c'est-à-dire de montrer qu'on peut être footballeur et avoir une pensée, être un peu comme un acteur de cinéma ou un chanteur ou un groupe, hein, c'est-à-dire d'être en mesure de prendre des positions sur la société. Pourquoi pas, hein, il me semble que les footballeurs ont souvent souffert de ce discrédit, hein, jouer au football et ne pense à rien, qui est un peu lié aussi à ceux qui ont formé le football, qui ont créé le football ou le sport en général, hein, où il s'agissait de ne pas dire un mot, d'être un bon soldat. Là, les choses changent parce que le football alimente une sorte de pipolisation, hein, et ceux qui sont peut-être les plus intelligents en profitent peut-être pour leur après-carrière. Donc il me semble que ça, c'est un élément important, c'est que les footballeurs adoptent des positions, et en particulier sur ce qui les touche le plus, pour en venir à votre question plus précisément, c'est-à-dire la question des discriminations, la question des actes répréhensibles. Et il me semble effectivement que de plus en plus, on pointe du doigt des faits, des actes, des gestes qui auparavant étaient un peu passés sous silence, sur l'homophobie, sur voilà, des gestes ou des mots qui seraient déplacés, des paroles racistes. Et il me semble qu'il y a une sorte de mobilisation, me semble-t-il, des footballeurs qui sont souvent marqués par une histoire migratoire. Hein. Beaucoup d'entre nous sont marqués par des histoires migratoires, mais il me semble que dans le football, dans le sport en général et dans le football en particulier, c'est très présent. Et ces footballeurs qui sont frappés par plusieurs identités, plusieurs histoires qui les amènent à être sur le devant de la scène, sont amenés à prendre des postures, des positions, et ça me semble intéressant. Hein. Beaucoup le décrivent en disant Mbappé ferait mieux de jouer plutôt que de prendre des avis politiques. Et bien moi, je pense au contraire que le footballeur gagnerait à être investi dans un certain nombre de lieux, de domaines. Et à ce titre-là, oui, eux-mêmes pourraient permettre de faire reculer des formes de discrimination, des formes de bêtises, hein, qui ne sont jamais totalement absentes dans ce sport et sur le terrain et dans les tribunes. On arrive à la fin de cet entretien. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir pu nous répondre sur toutes ces questions autour de l'apport de l'immigration, le football français. On n'hésitera pas à vous recontacter d'ici la fin de la Coupe du Monde en fonction de l'évolution de la compétition. Merci à vous, Yvan Gasto. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Et merci vous deux d'avoir fait cette émission, ça va, c'était cool. Ouais, c'était bien, hein, honnêtement. Moi, Tu repousses l'échéance, Cyril, où tu vas te retrouver tout seul, parce que là, la prochaine, je ne serai plus là. Et on verra. Peut-être que Simon va avoir une nouvelle wildcard. Et merci à vous d'avoir été avec nous et de nous suivre. Je vous rappelle, avant de vous quitter, que le média risque de disparaître. On a besoin de 10 000 donateurs mensuels avant la fin juillet. Donc, une première étape a été franchie. On vous en remercie. On est déjà plus de 3 000 nouveaux donateurs mensuels. Il faut continuer. Donc, allez sur cap.lemediatv.fr pour nous soutenir. Merci à vous et on se dit à bientôt avec la suite des programmes du média.